Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss Abdi. Salut Driss. Bonjour Alexandre. Jeune papa, Oui. comment ça se passe? Super bien. Super bien? Ah ouais, génial. On a de la chance. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite que ça dure. Ouais, j'espère aussi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de la saison du Garage sur le site watch.tv, vous abonner gratuitement au podcast sur iTunes et nous suivre et réagir à l'émission avec le hashtag #LeGarageWatch sur Twitter. Alors au sommaire cette semaine, la Peugeot 2008 qui se refait une beauté, l'arrivée de Vintage Garage sur RMC Découverte, la Nissan GT-R qui se radicalise encore un peu, Porsche qui revient au 4 cylindres dans le Boxster et Poli qui a pour mission de nous aider à nous garer dans les grandes villes. Alors pour en parler en duplex depuis son château en Touraine, le chevalier Michel Holtz. Salut Michel. Salut les garagistes et bienvenue au nouveau garagiste Driss Junior. Driss Junior. Wesley. Ouais. Alors Michel, j'espère qu'on va t'avoir mieux parce que bizarrement là tout à coup le son ratatouille un peu, mais ça va se régler certainement. Et en duplex depuis la Normandie réunifiée, l'ami Vincent Beaucousin Jamelin Yahuoto. Salut Vincent. Salut les copains. Comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien, je te remercie. Me fais pas croire qu'il fait beau chez toi. Ah, il fait beau en Normandie, il ne pleut pas aujourd'hui. Sur ce plateau, nos deux invités, donc tout d'abord François Alain. Salut François. Hello les amis. Alors si tu prends le micro, c'est mieux. Le micro, Alors François, nos téléspectateurs te connaissent déjà pour les livres que tu édites au fil conducteur, mais aujourd'hui c'est pour une toute autre raison qu'on t'a demandé de venir, puisque tu présentes depuis la mi-mai une nouvelle émission sur RMC Découverte, Vintage Garage. En deux mots, qu'est-ce que c'est Vintage Garage? Alors déjà, je ne pouvais pas ne pas venir. Vu le nom de votre émission, les C'est amis, vrai. voilà, c'était obligatoire. Je veux dire, il y a un lien de parenté. On touche des droits. Voilà. Donc Vintage Garage, en deux mots, c'est une émission consacrée aux voitures de collection. C'est un programme français, c'est une création. Alors il y a des codes de télévision un petit peu récurrents qu'on voit un peu dans d'autres Oui, on va voir ça. sujets, bien sûr, mais bien sûr. le cœur de l'émission, c'est la voiture de collection et on traite une voiture, un modèle par épisode. émission. Et voilà. Très bien. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Raphaël Samama. Vous êtes country manager d'une start-up israélienne qui s'appelle Spark et qui édite une application qui s'appelle Poli. Bonjour Exactement. Monsieur Salama. Alors c'est quoi Poli? Bonjour Alexandre, bonjour Driss. Poli, c'est une application d'aide au stationnement qui va très facilement réduire par 2 le temps de recherche moyen d'une place de stationnement à Paris. Voilà. Ça va plaire à beaucoup de gens, je pense. Je suis ravi. Voilà, les présentations sont faites. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Voilà, alors le segment des petits SUV compacts est en pleine effervescence, comme tous les segments de SUV d'ailleurs. En France, c'est le Renault Captur qui est leader sur ce segment, talonné par la Peugeot 2008. La Peugeot 2008 qui se refait une petite beauté. On l'a essayé il y a quelques jours, je vous propose qu'on regarde le sujet et on en parle dans 5 minutes. Voilà, je suis avec Mathieu Turel du Parisien. Salut Mathieu. Bonjour. Mathieu, on essaye aujourd'hui la version restylée de la Peugeot 2008. C'est un restylage léger, on veut dire. Ouais, très très léger, effectivement. Comme souvent les restylages, faut pas se voiler la face. En parlant de ça, justement, il y a une nouvelle face avant. Ça, c'est classique. Voilà. Il y a aussi des feux arrière avec des LED qui reprennent un petit peu le style de la Peugeot 308. Ouais, voilà, il y a quelques petites nouveautés comme ça. Également au niveau des ailes, on a rajouté des protections En plastique, qui vont lui donner un petit look baroudeur qu'elle avait pas vraiment avant. C'était plus un petit break bourgeois, le break on va dire de la 208. Et c'est peut-être ce qui pourra faire la différence face au Captur qui est leader des ventes. Hein. Bon alors après, en termes de nouveautés dans cette auto en dehors du style extérieur, il y a le moteur, ce PureTech 3 cylindres qu'on essaie aujourd'hui, il existe en 2 puissances, 110, 130 chevaux, on est sur la version 110 chevaux, on peut penser que ce sera le cœur de gamme. Et il est accouplé, ça c'est la vraie nouveauté, à la boîte automatique 6 rapports qu'on trouvait déjà sur la 308. Mathieu, ton avis sur ce couple PureTech EAT6? Bon, alors moi, de toute façon, ce 3 cylindres de chez Peugeot, je trouve que c'est l'un des meilleurs qui existent.
voilà, les 3 cylindres avaient ont une sonorité particulière. Et je trouve qu'ici, elle est toujours présente, mais elle est quand même moins flagrante. C'est clair. Elle est toujours présente en charge, hein, forcément, parce que quand on appuie beaucoup sur l'accélérateur, le moteur monte en régime. Donc là, évidemment, on l'entend un peu gronder. Par contre, à vitesse stabilisée, franchement, c'est assez bluffant. Hein. Alors, le moteur, on l'oublie, c'est vrai. On est peut-être plus, à partir d'une certaine vitesse, gêné est un bien grand mot, par les bruits aérodynamiques que par le moteur, voire même les bruits de roulement. Ce qui est étonnant, parce qu'en plus, on est ici en pneu M+S. En pneu toute saison, Ouais. En pneu 4 saisons. C'est un choix sur cette finition GT Line. Peugeot la propose 2 séries avec ses pneus tout temps. Ce qui n'est pas un choix, ce qui est un bon choix, je trouve, moi. Hein. Ouais, c'est pas idiot. C'est assez étonnant. On a été surpris en prenant la voiture. Mais bon, pourquoi pas. Ça colle avec ce côté baroudeur qu'on veut donner à la voiture. Si on veut effectivement faire du tout chemin, on sera plus à l'aise avec ces pneus M+S qui sont également labellisés pneus hiver. Donc Il y a le Picto. Hein, il y a le Picto, on peut les garder en hiver, rouler à la montagne sans équipement supplémentaire avec. Ce qui n'est pas idiot non plus, et c'est un avantage, ça évite d'avoir des trains de pneus dans son garage dont on ne sait que faire venu l'été. Bon, sinon, l'intérieur, c'est le même. Hein. Il y a toujours ce petit volant. Ces Le compteurs qui sont e-cockpit, au-dessus. voilà, on aime pas, mais c'est Voilà, ça, c'est un différenciant. Voilà. Après, c'est technologie. Voilà, embarquée. alors dans le combiné multimédia qui existait déjà sur le précédent modèle, on a rajouté la compatibilité iOS Android qui s'appelle Mirror Screen chez Peugeot. Voilà, c'est indispensable aujourd'hui, Oui. tous les constructeurs le proposent, donc c'est pas un avantage comparatif, c'est une mise à niveau. On va parler un petit peu de l'agrément de conduite, du confort à bord. Alors, il y a quand même des petits défauts. Alors, on est globalement bien assis. Par contre, pas de poignée de maintien. Ça, c'est assez étonnant. C'est quand même, ouais, c'est incroyable. Hein. Alors, sur autoroute, on va dire, on peut s'en passer. Mais en revanche, dès qu'on est dans les lacets, on a envie de s'accrocher, on peut pas. On est obligé de se cantonner à la poignée de porte. La poignée de porte qu'on se prend dans le genou, aussi bien quand on est passager que Oui, que parce que même conducteur. quand on veut bien se caler, là, moi j'ai un peu le genou décalé, Voilà. bah là je bute contre la poignée. Et au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, c'est un petit peu fatigant. Voilà, on peut dire c'est pas confortable. Il y a aussi un autre problème, c'est ce pilier quand même. Ouais, comme tu dis, ça bloque complètement la visibilité. Alors quand on est sur autoroute, on s'en rend pas compte, on regarde devant. Ouais. Mais quand on conduit dans les lacets où il faut projeter son regard le plus loin possible dans le virage, eh bien c'est tout simplement pas possible. Ce pilier masque réellement la Complètement, hein. visibilité. C'est vrai qu'on a tendance même à bouger la tête pour l'éviter. Hein. Absolument. Voilà, donc en conclusion, bon, le Captur en France est le leader des ventes Ouais. sur ce segment des petits SUV compacts. Talonné justement par ce 2008. Par ce 2008 qui sait, peut-être, avec ce nouveau look, Ouais. pouvoir lui prendre quelques ventes. Hein. Oui, pour y avoir une sorte de prime à la nouveauté. Voilà, comme il y a souvent sur le marché automobile. Les SUV sont à la mode, je crois qu'on n'a pas fini d'en manger, Non. et Un quart des ventes. Hein. un quart des ventes en croissance, on va pas dire infinie. Exponentielle, mais quasiment Voilà. tous les constructeurs y vont. Hein, donc, Voilà, donc écoute, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une suite logique pour Peugeot. On va voir ce que ça donne. Voilà pour la Peugeot 2008. Michel, on l'a essayé ensemble, tu n'étais pas dans la voiture, mais tu étais sur la même session d'essai que moi. C'est à toi que je vais d'abord demander ce que tu as pensé de cette voiture restylée. Mais moi, je vous trouve super difficile et super, super méchant avec ce Comme tu y 2008. vas. À lui trouver des petites chicanes et des Faut bien en petits trouver détails qui quand vont même. pas, alors que c'est quand même le SUV, le mini SUV, le meilleur mini SUV du marché, de tous ses concurrents. Il est à des années-lumière d'un Captur, à des kilomètres et des kilomètres d'un Juke. Il est vraiment parfait. Le seul reproche qu'on peut lui faire, mais ça c'est très personnel, c'est que le système iCockpit, qu'on va retrouver sur toutes les Peugeot d'ailleurs. Oui, quand on conduit assis par terre, c'est pas évident. Voilà, moi qui suis plutôt assis par terre avec le volant au-dessus des yeux, ça va pas du tout. Je vois plus les compteurs, donc je roule trop vite. Mais sinon, il est parfait.
le comportement, le comportement entre tenue de route et confort, il est parfaitement optimisé. Le petit 3 cylindres, en plus, vous lui trouvez, il a plus le bruit d'un 3 cylindres, ce que je regrette. J'adore les bruits de cafetière qui me rappellent ceux de ma grand-mère. Et donc là, maintenant, il sonne comme un 4 cylindres, c'est pas terrible, je préférais l'autre. Mais ça, c'est un problème très personnel. Mais sinon, au niveau qualité, au niveau compromis, au niveau mécanique, il n'y a absolument rien à redire, il est parfait. Et la ligne, en plus, maintenant, cette calandre très verticale et ce capot très horizontal, là, il ressemble enfin à un SUV, vu qu'avant, il ressemblait à un break. Alors, Clairement, Michel, Oui, écoute, pour être clair, je suis relativement d'accord avec toi du début à la fin. Il fallait bien qu'on lui trouve des petits défauts quand même. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis Mais à part le étonné, high Michel, qui cockpit, n'aime rien. Il la trouve parfaite. non, mais c'est pas pour Parfaite, ça que hein. je vais être client de SUV. Mais il faut peut-être qu'on arrête de parler de SUV d'ailleurs, de toute façon. Vu que toutes les voitures remontent en hauteur, de la plus petite jusqu'à la plus grande, même les berlines vont y arriver. Donc on va arrêter, c'est des voitures. Et puis voilà, SUV, crossover, tout ça, c'est terminé. Toutes les voitures seront comme ça. Et puis les gens ne trouveront même plus à se rehausser du col pour conduire, pour être au-dessus des autres, vu que tout le monde va être en haut. Et puis voilà. Non, 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 non. Michel, nous revenons de l'essai de la McLaren et McLaren nous a annoncé qu'il ne ferait jamais de SUV. Tu vois, tu seras collé à la route. Enfin, une bonne nouvelle. Ferrari dit ça aussi jusqu'à ce qu'il débarque dans 2 ans, et Lamborghini a dit ça aussi, Maserati a dit ça, Porsche a dit ça, tout le monde l'a dit et tout le monde l'a fait. Donc on attendra McLaren aussi. Moi, j'ose espérer que McLaren dit vrai. On en parlera dans la prochaine émission de Oui. McLaren. Vincent, sur le 2008, bon, alors toi, je crois que tu l'as pas essayé, donc on va plutôt parler du look, ou d'ailleurs du segment. Qu'est-ce que tu penses on va dire, de cette baroudarisation du 2008? Bah, c'est ce que demandent les clients, hein. Je crois qu'il faut des véhicules qui ont de la personnalité. On va d'ailleurs en parler pour faire un petit teasing après, dans le sens où on va voir, je pense, le 3008. Mais non, ça lui va plutôt bien. Moi, j'avais essayé la précédente version du 2008. Techniquement, rien n'a changé. C'était une super voiture à conduire. C'était agréable. Maintenant, elle est un petit peu plus belle. C'est aussi mon ressenti. Donc, non, je pense que Peugeot a parfaitement relancé, voire même tout simplement lancé la carrière internationale de ce véhicule. Alors, on a fait un petit focus pendant l'essai sur les pneus qui équipaient ce modèle GT Line. Ce sont des pneus 4 saisons certifiés hiver. Michel, est-ce que tu n'as quand même pas trouvé ça un petit peu antinomique pour le client qui n'a pas le choix lors de la commande, s'il veut une finition GT Line qui, on va dire, a plutôt sur les autres modèles de la gamme une finalité sportive, de mettre des pneus hiver qui n'offrent pas du tout un comportement sportif? Oui, oui, non, c'est antinomique, comme est antinomique. Peugeot a un problème avec les SUV en général, et celui-là en particulier, c'est qu'ils refusent le 4x4, ils nous disent c'est très routier, mais en même temps ils mettent un grip control qui permet de crapahuter très très légèrement, mais sans le faire vraiment. On a des pneus hiver au lieu de pneus sportifs. Ils sont toujours entre deux eaux, et il n'y a pas de volonté affirmée de faire une voiture typiquement routière, plutôt sportive en GT Line. Donc on est toujours dans cet entre-deux, c'est vrai. Alors, il y a autre chose qui est dans l'actualité de Peugeot. Alors, il y a le 3008 dont on va parler dans un instant, mais il y a également un protocole, on va dire, de mesure de consommation que Peugeot a défini avec des ONG, notamment transport et environnement, qui vise on va dire, à certifier les consommations réelles de ces voitures. Et le 2008 a fait partie de ce protocole, a été mesuré. Michel, est-ce qu'on peut en dire un mot? Alors, ils ont mesuré sur le PureTech une consommation réelle de 7 litres 1, si je dis pas de bêtises, alors qu'il est annoncé à 4 litres 8. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de cette idée de Peugeot? Mais l'idée de Peugeot, elle est là depuis le Dieselgate de VV en septembre dernier. Ils surfent sur leur bonne conscience, et ils ont bien raison de le faire, vu que c'est en Europe les très bons élèves des normes. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques, c'est ça que tu veux dire? Non, non, ils prennent aucun risque. Évidemment, ils vont annoncer 7 litres, les autres vont être obligés d'annoncer des chiffres l'année prochaine aussi équivalents. Donc, ils prennent aucun risque, sachant que c'est les bons élèves, et ils ont bien raison de prendre de l'avance sur les lois et de le faire comme ça, bien sûr. Alors, ce Et protocole... surtout, Ouais. ça arrive au moment où on a encore, aujourd'hui même,
les Allemands nous apprennent que Fiat aurait triché aussi, mais vraiment triché à la Volkswagen, en mettant en place des systèmes anti-pollution qui se coupent automatiquement au bout de 22 minutes, sachant que les tests se font sur 20 minutes de circulation. Et donc, au bout de 22 minutes, les Italiens nous ont mis un petit logiciel farceur qui coupe les systèmes anti-pollution. Donc, on va encore reparler pendant quelques temps encore de ce nouveau Dieselgate, et donc ça va continuer, et Peugeot continue de surfer de son côté, sur son côté très très clean, et c'est parfait, ils ont bien raison. Alors, pour dire un petit mot de ce protocole, on va dire imaginé par Peugeot et ses associations, qu'on ne peut pas vraiment soupçonner d'être pro-voiture, faut bien être clair. Oui. Le protocole légal aujourd'hui d'homologation se fait sur 4 km. Le protocole de Peugeot, c'est 90 km, donc 43 en ville pour l'essence et 34 pour le diesel. Ça correspond à, on va dire, une répartition c'est la répartition qui correspond à l'usage moyen que font les automobilistes avec un moteur essence ou un moteur diesel. On est loin des 22 minutes. Ça va être difficile effectivement de passer à travers quand on a des logiciels tricheurs. Oui, ou alors il faut des logiciels sur la durée. On peut toujours tricher, c'est pas le problème, on pourra toujours tricher en désactivant les systèmes, en dehors des tests, etc. Mais là, on arrive quand même sur des protocoles très, très réalistes. Parce que faire la distinction entre le diesel et l'essence, parce qu'on sait que l'essence est plus urbain que le diesel, il est quand même assez fin et plutôt bien vu, oui. Ouais. Alors, dans l'actualité de Peugeot, le 3008 qui a été dévoilé là, ces jours-ci, c'était lundi 23, on le voit à l'image, c'est donc le remplaçant de l'actuel 3008. Vincent, lui aussi, il a pris un petit côté un peu plus baroudeur que le précédent. Totalement. D'ailleurs, ce véhicule, c'est quand même un petit peu l'addition d'un côté de l'ancien 3008 et de l'autre le 4008, qui était une coproduction avec plusieurs marques. Mais surtout, cette voiture, j'ai envie de dire, c'est enfin une belle Peugeot. Enfin une Peugeot où on voit le travail de Gilles Vidal. Gilles Vidal qui est là depuis quasiment le début de la 208 qu'il n'avait pas dessiné. Et on peinait un petit peu à voir les talents de ce designer français dans les productions actuelles. Et là, enfin, on a une Peugeot qui ressemble aux concept cars qui nous ont été présentés. Et puis, on a une Peugeot qui est ambitieuse par le look, parce que si on pensait que jusqu'ici, seuls les Allemands savaient faire des voitures un peu clinquantes et qu'on remarquait forcément dans la rue, là, on a une belle démonstration par une voiture française. François-Alain, Peugeot n'a pas de secret pour toi. Ce 3008, c'est une vraie Peugeot? Je pense, je pense effectivement la même chose, notamment par rapport à Gilles Vidal, qui donne un nouveau souffle à la marque, comme d'autres l'ont fait avant lui et dans d'autres marques. Mais ce qui, moi, me plaît dans le look actuel des Peugeot, c'est notamment l'arrière de la voiture avec ses 3 barrettes en diagonale, qui évidemment ont une origine que tout le monde connaît. C'est les coupés cabriolets 504 qui sont nés à la fin des années 60. Absolument. Et donc c'est ça qui a très clairement servi aux gens dans un esprit un peu néo-rétro, mais qui est complètement d'actualité. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est très réussi. Et je trouve qu'une 508 SW, qui est déjà sortie il y a quelques années, était déjà une belle Peugeot de la nouvelle période. Et moi je suis très content, de toute manière pour tous les constructeurs Peugeot inclus bien sûr, mais je suis très content quand on a des belles autos. C'est vrai que, très honnêtement, le 3008 première génération, extérieurement, c'était quand même franchement pas beau. L'intérieur était réussi, l'extérieur était franchement moche. Maintenant, voilà, ils ont enfin une voiture réussie. Alors, est-ce qu'on peut voir justement à l'image l'intérieur de ce 3008 qui intègre à nouveau, le nouveau e-cockpit de Peugeot. Alors, on voit là, l'instrumentation est plutôt numérique. C'est une adaptation donc du e-cockpit avec ce petit volant. Les compteurs juste au-dessus qui peuvent, Michel, effectivement se retrouver dans l'axe de tes yeux si tu conduis très bas. Alors pour le problème de Michel, puisqu'on montre le volant, il faut préciser que c'est un nouveau petit volant avec, si on observe bien, un méplat aussi sur le haut, puisque sur le précédent, on avait un méplat que sur la partie basse pour éviter de gêner les genoux. Et même si Peugeot a toujours contredit ce que les observateurs disaient à propos de la mauvaise vision du fameux iCockpit, eh bien on se rend compte qu'ils nous ont quand même écoutés puisqu'ils ont fait un méplat en haut du volant qui doit en fait faciliter la visibilité sur le nouvel écran. Et nouvel écran qui fait un peu plus de 12 pouces derrière le volant.
Et là aussi, on a une sérieuse mise à niveau en termes de technicité parce que cet intérieur, il est quand même super beau, c'est épuré. Il reste quand même quelques boutons pour les accès directs comme la ventilation, la radio, etc. Mais c'est mieux. Mais l'écran derrière, il nous fait penser à quoi ? Il nous fait penser à un Audi TT. Et là aussi, c'est pareil, on voit quand même l'audace de Peugeot qui s'arrête pas à mi-chemin, c'est-à-dire ils font une voiture totale. Ils mettent pas un petit truc pour que ça fasse sympa. Alors, tout est au niveau. L'analogie avec Audi est intéressante parce que dans le précédent 3008, il y avait également un petit rappel d'Audi avec les boutons sur la planche de bord qui rappelait ceux de l'Audi R8. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, Vincent, je te garde parce qu'on va parler du poids de cette voiture et puis de ses caractéristiques. Elle est plus longue que la précédente, de 6 cm à peu près, mais elle est aussi plus légère. Oui, alors elle est 100 kg plus légère, c'est la particularité de cette Peugeot qui est particulièrement bien réussie. Elle repose sur la plateforme EMP2, qui est la plateforme de la 308, plateforme pour laquelle on a dit excessivement du bien. Et la bonne surprise, tu l'as dit, elle vient du poids. C'est une voiture en moteur essence qui est en dessous de 1350 kg, en moteur diesel qui est à 1375 kg. Si on replace un petit peu les choses dans son contexte, ça fait une voiture extrêmement légère, puisqu'on est de l'ordre du poids, par exemple, d'une super sportive comme la Porsche Boxster. Eh ben, écoute, il ne reste plus qu'à espérer que les sensations dynamiques soient à la hauteur de ces caractéristiques. Driss, jeune papa... 3008. Moi, je vais rebondir sur ce que disait Vincent. C'est vrai que c'est étonnant quand vous avez montré le visuel, parce que je n'avais pas vu le reveal. On dirait le concept. Donc, effectivement, en général, on baffe tous devant des concepts. Et puis, quand tu vois la réalisation effective, bof. Et là, c'est sexy. Écoute, oui, je pourrais prendre le volant de cette voiture. Elle est réussie, elle est très belle et ça fait envie. Bien, je voudrais simplement rajouter une chose. Vous parliez d'Audi tout à l'heure en citant le travail de Gilles Vidal sur cette Peugeot. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence, Peugeot, et avec cette voiture, ça va être encore plus flagrant, Peugeot s'attaque vraiment à ce qu'on appelle l'entry premium ou le new premium, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette entrée de gamme du premium, où est aujourd'hui Volkswagen. Absolument. Il faut savoir qu'une 308 coûte 2% de moins qu'une Golf. Et donc, je peux vous donner le tarif de ce nouveau 3008 avant tout le monde. Il va coûter 2% de moins qu'un Tiguan, parce que sa cible est là, en qualité de fabrication, en qualité moteur, parce qu'on va avoir quand même des moteurs un petit peu plus puissants que ce qu'on trouvera sur la version Citroën quand elle arrivera, etc. Donc, il y a un positionnement de Peugeot vers le premium qui est flagrant en ce moment. Bien, Michel, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, à nouveau, comme quoi, sur Peugeot, on est raccord aujourd'hui. Et quand même une dernière chose, oui. Je vais lancer l'association de lutte contre les volants à méplat, parce que franchement, ça sert strictement à rien. C'est juste très très gênant quand on roule. C'est fait pour la Formule 1 où on a besoin de faire un demi-tour quand on conduit, c'est tout. Là, on fait 3 tours et ça ne sert plus à rien. C'est plutôt gênant qu'autre chose. Mais moi, je propose qu'on le rabote carrément. Oui, mais ça permet juste au constructeur, cet effet-là, de faire genre je suis un grand sportif, et d'autre part, de faire de la place pour les jambes quand on a un habitat un peu trop petit. Donc vraiment, arrêtons les méplats. Rassurez-vous, on va bientôt plus conduire les voitures. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de... Michel, le volant, bientôt, il n'y en aura plus, t'embête pas. Et puis pour ton souci, tu mets un réhausseur. Ça sera mieux. Puisqu'on parle de conduire bas, Vincent, tu as essayé récemment la nouvelle Porsche Boxster dite 718. On va regarder le sujet que tu as fait pour Yahoo et pour nous, s'il est prêt en machine. Et puis on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. Volontiers. Chez Porsche, les puristes ne veulent retenir que le 6 cylindres et pourtant la marque allemande est née avec d'autres motorisations. Le Flat 4 comme dans la 356, 550 et 718. Alors là, je vous mets la puce à l'oreille. Aujourd'hui, on essaye une Porsche qui défraye la chronique puisqu'elle quitte le fameux 6 cylindres si cher aux puristes pour un tout nouveau Flat 4 turbo de 300 et 350 chevaux même dans la version S. Alors, y perd-elle son âme ou bien est-ce tout simplement naturel pour Porsche de revenir à ce 4 cylindres, une architecture avec laquelle la marque a souvent flirté dans son histoire? La réponse à la fin de notre essai.
D'un point de vue style, ce nouveau Boxster change tout presque. Seuls les capots avant et arrière et le pare-brise sont communs à la précédente génération. Sur cette version 718, le style est plus pointu, plus incisif, bref, il relève le caractère du petit cabriolet d'un cran. À l'intérieur, c'est du Porsche tout craché. Beau et bien fait, l'émotion est au rendez-vous. On notera pour cette année le nouveau volant dans l'esprit de la Supercar 918 de la marque. Celui-ci propose le sélecteur de mode de conduite via une molette dans le car en bas à droite. La console centrale est ainsi épurée et possède moins de boutons. Le nouveau système multimédia hérité de la 911 est plus intuitif et permet de connecter n'importe quel smartphone. Le Boxster peut être décapoté à l'arrêt ou en roulant jusqu'à 50 km/h. La manœuvre ne demande que quelques secondes. Pour cette année, le gros changement est donc sous le capot qui présente le moteur en position centrale arrière. Exit le Flat 6 pour un inédit Flat 4 Turbo proposé en deux versions. Une version normale à 300 chevaux pour 2 litres de cylindrée et une ES de 350 chevaux pour 2 litres 5. On notera également que la version S dispose d'un turbo à géométrie variable qui change beaucoup de choses. Paradoxalement, la version de base est celle qui propose le caractère le plus marqué. Un peu plus creux à bas régime, le Flat 4 dispose également d'un effet turbo plus sensible. La version S lisse toutes les courbes, remplit plus tôt, plus puissante. Si à son bord tout va plus vite, le ressenti est plus plat. L'autre point de débat est bien entendu la sonorité. La partition n'a plus rien à voir avec le 6 cylindres, mais ce 4 cylindres à plat possède une voix atypique et pas désagréable. Une bande-son qui accompagne vos ébats avec le Roadster qui fait tout plus vite que l'ancien. Les accélérations profitent le plus de ce nouveau moteur, avec près d'une seconde gagnée. La version S avec la boîte PDK abat le 0 à 100 en seulement 4 secondes 2. Le Boxster 718 reste fidèle à l'équilibre du précédent, son architecture à moteur central arrière lui donne une agilité que l'on ne retrouve pas au volant de ses concurrents. Ce Boxster passe vite partout et bénéficie d'une excellente motricité que quelques nouveaux réglages de châssis ont encore amélioré sur cette version 718. Au final, ce Boxster 718 est très agréable. L'apparition du Flat 4 n'est pas forcément un pas en arrière pour le plaisir pris au volant, comme le turbo a pu le sembler sur la 911. Il faut simplement s'habituer à vivre avec son temps et les plus vieux fans de Porsche se félicitent sans doute du retour de cette architecture moteur, symbole des toutes premières Porsche comme la 356. Vincent, il y avait beaucoup de défiance quand Porsche annonçait un 4 cylindres dans le Boxster, et finalement... Moi, le premier. Oui. Parce que je dois dire que j'ai parfois un peu l'habitude d'être un vieux con quand il s'agit d'une voiture de sport. J'aime bien les gros moteurs, les gros cylindrés, qui est plein de cylindres. Et j'avais très très peur en allant essayer ce Boxster de retrouver un peu la sensation que j'ai eue sur la dernière 911, où finalement, oui, on a des voitures plus performantes avec des nouveaux moteurs, grâce au turbo qui généralise pour, rappelons-le, baisser les émissions de CO2, mais qui ont tendance un peu à gommer les sensations et le caractère du moteur. Et là, ce Flat 4, c'est une vraie découverte. C'est quand même un super moteur. Alors, on a envie de le comparer forcément avec le moteur qu'on trouve dans la cousine TTRS, le 5 cylindres. Hein. Alors, on ne connaît pas encore celui, on l'a pas encore essayé, celui du TTRS, mais il y a match quand même, non? Tu crois pas? Il va y avoir match, alors pas forcément sur le terrain de la puissance, puisqu'actuellement un Boxster S, rappelons-le, fait que 350 chevaux, quand le nouveau TTRS vient de bondir à 400 chevaux. Sur ce point-là, Porsche explique que le nouveau 718 et le nouveau Cayman, qui a la même architecture moteur, ne sont qu'en début de carrière, et il y aura un après. Alors cet après, de quoi il peut-il être fait? Il y a deux solutions, puisque c'est quand même un défi pour les ingénieurs de Porsche d'avoir monté un moteur turbo dans cette position centrale arrière, puisque ni le châssis ni l'arrivée d'airframe n'avaient été pensés pour avoir un moteur turbo dans ce logement. Là, ils y ont glissé un 4 cylindres à plat. On peut imaginer peut-être une version radicale au-dessus qui pourrait, pourquoi pas, recevoir le 6 cylindres de la Porsche 911, le 6 cylindres possiblement turbo, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas tout à fait match avec le TT, bien que je pense déjà que le 718 en termes de maniabilité, de réactivité, de tenue de route, etc., c'est vraiment un toucher Porsche. Le Quattro sur le TTRS fait que la voiture est un peu plus lourde, elle est moins incisive du train avant, etc., c'est un petit peu différent.
Alors, on a parlé du prix. Pour 56 000 euros prix de base, qu'est-ce qu'on a, Vincent? Est-ce qu'on a une prestation, on va dire, raisonnable, ou est-ce qu'il faut vraiment taper beaucoup plus cher? Non, à 56 000 euros, c'est un peu la bonne découverte aussi sur ce Boxster. Alors, on a le moteur 2 litres, hein, qui dans ce cas fait 300 chevaux, mais qui est vraiment sympa en termes de caractère. Il en donne même finalement plus pour son argent que le S en termes de sensation, en tout cas derrière le volant. Il est moins performant, ça c'est sûr. Et puis Porsche a fait un peu d'effort quand même pour y ajouter du contenu. Donc on n'est pas obligé de taper dans la liste à rallonge des options Porsche comme d'habitude. Il y a une voiture qui a là un très bon rapport qualité-prix. Raphaël, Salama, vous êtes plutôt voiture de sport, SUV ou ancienne? 3008. Avec 2 enfants, je pense plutôt SUV. Parce que Plutôt les voitures SUV? de sport, voilà, c'est ça. Ouais. Pour faire rentrer 2 enfants, les poussettes et tout. Donc, voilà. Ouais, c'est pas fait pour. Hein. Il y a du coffre, Vincent, dans le Boxster ou... Ouais, il y a du coffre sur le Boxster de mémoire. On est à sac à dos 275 litres. Ah, quand même. Puisqu'il y a la particularité d'avoir un espace à Bien l'avant sûr. qui est largement dégagé, dans lequel on peut mettre 2 valises cabines qui vont très très bien, et à l'arrière on a encore la place d'en remettre une avec des manteaux, puisque comme le moteur est vraiment collé derrière les fauteuils, on a encore un petit coffre au-dessus des roues arrière. Bien, je vais me tourner vers toi, François, parce que on va parler de ta nouvelle émission, Vintage Garage. Je vous propose, si elle est prête, qu'on regarde tout de suite l'intro pour se mettre dans l'ambiance. Aujourd'hui dans Vintage Garage, on s'attaque au marché des années 80. Cette petite GTI a l'air d'être très très efficace. Spécialiste de l'automobile depuis plus de 20 ans, François a pour mission d'acheter des voitures mythiques au meilleur prix. Je peux te proposer tout de suite 2400. Pour ensuite les faire restaurer par des garagistes spécialisés avant de les revendre. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs. Difficulté pour nos spécialistes, ils n'ont pas le droit de l'essayer. On peut pas rentrer dedans. On regarde mais on ne touche pas. Celui qui propose le meilleur prix pour remettre en état la voiture remporte le marché. Dans l'état actuel, 7 000 euros. Moi je dis pas mieux. Alors bonne ou mauvaise affaire, au démontage les surprises ne manquent pas. Et nos spécialistes n'ont que 15 jours pour régler tout ça. Voilà, François, qui a eu l'idée de Vintage Garage? Alors l'idée c'est pas moi, c'est la société de production qui a créé le programme. Ça tombait assez bien parce que moi j'ai eu plusieurs idées de programmes télé ces dernières années, dont un qui était assez proche de ça. Et donc on a matché rapidement ensemble. Voilà. Ouais. Il est né quand ce projet? L'année dernière. L'année dernière. Ouais. Alors, c'est diffusé donc sur RMC Découverte le mercredi soir. Alors le mercredi soir, donc il y a trois Ça soirées. remplace Top Gear. Carrément, on remplace Top Gear pour l'instant parce qu'en fait sur RMC, comme il y a beaucoup de programmes différents qui existent et d'autres qui vont d'ailleurs arriver, il y a la nécessité d'avoir un turnover. Donc tout simplement, effectivement, un programme est en première diffusion en prime time et ensuite les rediffusions ont lieu après. Ce qui est donc le cas actuellement pour Top Gear, pour la saison de Top Gear, en attendant la nouvelle saison de Top Gear et puis plus tard la nouvelle saison de Vintage Garage, etc., etc., etc. Il y a combien d'émissions dans une saison de Vintage Garage? Alors là en fait, on a fait ce qu'on appelle une demi-saison, c'est-à-dire qu'on en a fait 6. Ouais. Théoriquement, il y en a 12. Donc, comme on a eu la chance de pouvoir être diffusé assez rapidement, il y en a 6 pour l'instant. Mais évidemment, il y a pas mal de choses derrière qui sont en préparation. Alors quand j'ai dit ça remplace Top Gear, évidemment c'est pour pour rire, la rigolade, bien sûr, mais bien sûr. cela dit, si j'ai bien suivi, en termes d'audience, on n'est pas si loin quand même. Ça a très bien marché. C'est pas un concours, Non, mais mais ça a ceci très, dit, on a très été bien marché. assez agréablement surpris, puisque pour être très franc, sur la première soirée de diffusion, le 18, il y a eu une pointe jusqu'à 700 000 téléspectateurs, ce qui était totalement, enfin pour ma part en tout cas, inattendu. Je ne pensais pas du tout à des chiffres pareils. Donc oui, c'est évidemment extrêmement positif. Ça prouve deux choses. Ça prouve d'abord que les gens aiment bien la nouveauté, qu'ils aiment bien les programmes sur les voitures anciennes. Ça, j'en étais persuadé depuis longtemps, mais on en a maintenant la preuve. Et que le fait qu'on ait fait un programme qui est nouveau, qui est original, plaît. Donc c'est ça le but. Alors on va parler un petit peu de la façon dont se déroule l'émission, mais d'abord, sur quels critères tu ou vous, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes plusieurs à vous concerter pour sélectionner les voitures, sur quels critères est-ce que vous dites on va faire une 205 GTI, on va faire une Jaguar XK50, quels sont les critères pris en compte? Alors, en arrivant l'année dernière, moi j'ai fait une liste des véhicules qui me semblaient essentiels.
sachant qu'évidemment, si l'émission perdure pendant des années, on pourra ensuite aller dans des choses un peu plus pointues. Mais on est obligé évidemment de commencer par les grands mythes automobiles, c'est logique. Donc j'ai fait une liste de véhicules qui me semblaient indispensables, aussi bien dans les voitures populaires que dans les voitures sportives, que dans les voitures de luxe, et que dans des voitures, je dirais, qui sont des collectors, mais on sait déjà, c'est sûr que un Mazda MX-5 ou une 406 coupé seront forcément un jour des voitures de collection. Pour l'instant, on s'intéresse bien sûr, c'est logique, à des voitures mythiques. Donc là, ça va être tout ce qui est les grands classiques, la Jeep Willys, la Porsche 911, la Coccinelle, la Peugeot 205 GTI, la 2 chevaux, la Mini, la Fiat 500, bien sûr. Alors, donc la voiture, tu la sélectionnes sur annonce? Voilà, alors ça dépend. En général, il y a beaucoup de voitures qu'on a trouvées par annonce. Il y a aussi des voitures qu'on trouve par relation, par le bouche à oreille. Ça peut être aussi parfois certains garagistes qui nous disent « Tiens, moi j'ai un client qui a envie de vendre une voiture. » Bon, voilà, il y a plein de sources différentes. Ensuite, pour la revente, c'est pareil. Ça peut être soit des ventes aux enchères, soit des petites annonces, soit parfois on ne la vend pas. Il y a un des 6 premiers épisodes où nous n'avons pas trouvé d'acquéreur. Donc voilà, et pourquoi pas, je veux dire, c'est pas forcément grave. Alors on va voir comment se déroule le processus d'achat de la voiture, et puis on va en parler après, parce que je trouve ça assez intéressant comme séquence. Okay. Il pourra sûrement passer sous la barre des 70 000 €. 70 000 €, le prix de vente de Jean-Marie pour cette Jaguar XK150. Bon écoutez, j'ai fait le tour du propriétaire, c'est le cas de le dire. Bon, je suis assez embêté, parce que pour être franc avec vous, vous en voulez quand même 70 000 €, ce qui est une belle somme. Oui. Aujourd'hui, un coupé XK... C'est le prix de ces autos. Oui, un coupé XK, je suis d'accord avec vous, un coupé XK 150 dans un état correct, c'est 70 000 €. Sauf que là, elle ne fonctionne pas, il y a pas mal de détails à revoir. Mettez-vous à ma place, c'est un peu compliqué. Là, un moteur, c'est peut-être pas grand-chose, mais si le moteur est à refaire, c'est 15 000. Rien ne prouve que le moteur est à refaire. Oui, mais moi, le problème, c'est que là, comme elle fonctionne pas, mettez-vous à ma place. Moi, je peux vous faire une proposition tout de suite. Je peux vous proposer 45. Hein? 45 000. Non. Vous rêvez, là, c'est pas possible. 45... Il y a une vraie incertitude pour moi. Tu lui as arraché le cœur. Oh oui. Alors, il a l'air vraiment surpris, c'est pas écrit du tout. Non, alors en fait, non. Bon, moi, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux de gens qui sont souvent assez premier degré, entre guillemets. C'est une émission de télé. On raconte une histoire. Bien sûr. C'est pas du reportage. On n'est pas dans de l'information. On est dans de la fiction, bien évidemment. Donc il y a, d'où on prend des gens qui nous proposent des voitures ou on trouve des voitures par nous-mêmes, parce que j'ai lu tout et n'importe quoi. Le but, je dirais qu'il y a le fond et la forme. Il y a l'emballage, où on est évidemment, aujourd'hui, il faut raconter une histoire pour intéresser les gens. Le cœur de l'émission, c'est pas à la limite la négociation ou la vente de la voiture. C'est expliquer, montrer une restauration, différents corps de métier qui travaillent dessus, en profiter pour raconter l'histoire de la voiture, parce que c'est intéressant, avoir un VIP qui ensuite va nous dire pourquoi lui, il est fou furieux de cette voiture. Ensuite, évidemment, tous les codes habituels de la télévision d'aujourd'hui, le container, la vente aux enchères, entre les enchères descendantes avec les garagistes qui sont des restaurateurs connus. C'est l'emballage, je dirais. Pour moi, c'est pas. Bien sûr que c'est sympa, c'est rigolo, c'est amusant, mais c'est un peu joué, c'est un peu forcé. Moi, je suis pas comédien là-bas. Je suis comme vous, les amis. Je suis journaliste auto, quoi. Donc voilà, je me suis prêté au jeu parce que je trouve ça rigolo et qu'il faut donner une intonation rigolote. Mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois des acheteurs ou des vendeurs qui sont étranglés. C'est le but du jeu. Michel, est-ce que tu veux réagir sur Vintage Garage et puis sur un petit peu cette scénarisation? Oui. Et en plus, j'ai un scoop, c'est que le vendeur de Jaguar, c'est l'oncle de François. Donc tout est truqué. Même pas vrai. Non, mais en fait, Vintage Garage, j'ai vu arriver ça et j'ai eu super peur. Je me suis dit, parce qu'il y a des concepts comme ça américains qui existent depuis longtemps, qu'on voit en France, qu'on voit sur des chaînes américaines, où tout est totalement mis en scène, où tout est exagéré, dramatisé à l'excès, avec des réparateurs tatoués, des psychodrames toutes les 2 minutes. Et donc, je me suis dit, oh là là, ça va être terrible. Et donc, ça a été quand même la très, très bonne surprise. C'est que Vintage Garage prend pas les gens pour des idiots. On n'a pas des relances, on n'a pas des trucs inutiles toutes les 2 minutes.
François n'en fait pas des tonnes, il fait juste ce qu'il faut, c'est marrant, c'est intéressant, c'est didactique en même temps. Et en plus, on apprend des choses. Même les gens, c'est très très bien monté, et même les gens qui n'y connaissent rien et qui s'en foutent éperdument de la carrière d'une 205 ou d'une Jaguar XK peuvent s'intéresser à ça parce que c'est bien raconté, bien foutu. Et moi, il y a juste une petite chose qui me gêne, mais je suis prêt à le passer pour que les gens y aillent, pour que ça fasse 700 000 et pour que ça fasse encore plus d'audience. C'est la partie VIP, c'est la partie people. Mais c'est pas grave, ça dure 5 minutes et je veux bien pour la bonne cause que ça existe. Donc il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment la bonne surprise de cette année à la télé. Ah bah écoute Michel, c'est très sympa. En fait, moi, il y a deux choses qui me semblent importantes. Alors, la séquence VIP, bon, bien sûr, il y a des gens qui trouvent ça inutile. Moi, très personnellement, je fais vraiment partie de ceux qui ont insisté pour que ça se fasse, parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, ce sera plus ou moins intéressant. On n'amène pas du VIP pour amener du VIP. On amène en l'occurrence du VIP qui a un vrai lien avec quand on le voit modèle. Gérard Welter sur la 205 GTI, il y a un plus. Alors Gérard Welter, c'est encore un autre cas de figure. Là, c'est le VIP+. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, tu parlais de Christophe Lambert. Oui, je parlais plutôt de Christophe Lambert pour la 205. Je pense que c'est rigolo parce que moi, le but, et là, c'est peut-être mon côté journalistique qui revient, c'est que j'ai envie de leur faire dire un truc qu'on ne savait pas. Et donc, quand Christophe Lambert raconte la séquence avec la 205 Turbo 16 sur la Concorde à 8h du matin avec Jean Todt à 200 km/h, petit détail sur lequel aujourd'hui on irait directement en prison, c'est assez rigolo parce que personne ne le savait. Claude Lelouch dans l'émission sur la Jeep Willys, parce qu'évidemment je ne voulais pas interviewer Claude Lelouch sur la Ford Mustang, je trouvais que c'était un peu trop facile et téléphoné, donc je l'ai interviewé sur la Jeep Willys, il nous raconte 2-3 trucs que je ne savais pas, alors que je connais très bien la carrière de Claude Lelouch parce que c'est quelqu'un que je suis et que j'admire depuis de nombreuses années. Et il m'a révélé 2-3 trucs que je ne savais pas. Et je pense que le téléspectateur partagera ça. Donc voilà, ça c'était l'encadré, entre guillemets, sur la partie VIP. Mais je comprends très bien qu'on puisse ne pas adhérer. Mais je pense sincèrement que ça apporte une petite touche supplémentaire. Moi, ce qui me semble important, par contre, dans cette émission, et c'est ça vraiment pour moi le cœur du sujet, et la difficulté, c'est d'intéresser des gens qui, a priori, ne sont pas spécialement branchés voitures, les voitures anciennes. La voiture ancienne revient à la mode, et c'est vrai que c'est ça la difficulté pour nous, c'est qu'évidemment, on sait très bien qu'on va avoir 10% des téléspectateurs qui sont des maboules, comme nous, de voitures, voire pour certains, presque des psychopathes. Mais 90% des gens, et c'est ça qui est important, il faut être très honnête, 90% des gens, et c'est ce que tout le monde cherche à capter, sont des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la voiture. Donc faire un programme de télévision qui dure plus d'1 heure, où on capte l'attention de gens qui ne sont pas branchés voiture, c'est un exercice extrêmement difficile. On revient dans les coulisses. Là, avec ce vendeur de Jaguar, si vous n'étiez pas tombé d'accord, est-ce que tu avais une autre voiture disponible pour refaire une transaction? Comment ça se serait passé? Bien sûr. Mais alors, tu savais en y allant que vous arriveriez à tomber d'accord? Non, parce que moi j'ai une enveloppe qui m'est confiée par la production pour acheter une voiture. Évidemment, ils savent qu'on va revendre la voiture généralement à peu près le prix qu'on l'a achetée, avec les frais bien sûr inclus, ou parfois un peu moins. Il faut être honnête, qu'il y a la 205 GTI, on a perdu de l'argent, c'est pas un scoop. Donc, mais comme on a gagné sur la voiture d'après, voilà. Ouais. Alors pareil, il y a des gens qui sont très premier degré qui disent « Oui, mais ils gagnent de l'argent ». Non, c'est pas moi, c'est l'argent qu'on gagne, il est réinvesti dans la voiture d'après. Malheureusement, il va pas dans ma poche personnelle, donc je tiens à le préciser. Mais ça, c'est un détail évidemment important. Alors, bien sûr, moi, la 205, c'était notamment un bon exemple, puisque la voiture, je l'ai achetée par un site internet bien connu qui s'appelle je sais pas quoi. La voiture, en plus, elle était connue parce qu'il y a plein d'internautes qui me disent « Oui, qu'est-ce que c'est ? On la connaît, elle était en vente depuis longtemps. » Oui, elle était en vente depuis longtemps, donc il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de choses comme ça. Le gars qui nous la vend, qui est un garçon absolument charmant, je ne le connaissais pas avant de le téléphoner. On est allé en Picardie chez ce garçon lui acheter sa voiture. Ouais. Et quand on l'a revendu aux enchères, dans une vente aux enchères connue d'un commissaire-priseur connu. Donc, Maître Osna, pour ne pas le citer. Maître Osna. Et donc, en l'occurrence, il n'y a pas anguille sous roche. Et de toute manière, voilà, le but, pour moi, l'important dans l'émission, c'est bien sûr qu'il y a l'entrée et la sortie, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de raconter l'histoire de la voiture, de faire venir quelqu'un comme Gérard Welter, qui pour les
les passionnés, c'était assez sympa parce que Gérard n'est pas quelqu'un, vous le connaissez tous, c'est pas quelqu'un qui est forcément de sortie régulière. Il aime pas trop les médias et la télé, c'est pas spécialement son truc. Donc je pense que faire venir Gérard, qui était, je crois, réellement content d'être là, et qui a vu et qui a pu nous raconter un petit peu les quelques ficelles de réalisation et d'imagination quand il a créé avec son équipe cette voiture, c'est super. Alors, il y a un autre personnage, on va dire, qui a une petite importance dans Vintage Garage. Je te propose qu'on regarde cette séquence et puis vous allez comprendre. Je crois que je vais comprendre. Marché conclu et bonne affaire pour François. Il n'y a plus qu'à caser tout cela dans la voiture, ce qui n'est pas gagné. Heureusement que je suis pas venu en Fiat 500, hein. Voilà, au moins tout rendre, c'est super. Allez, zou. Voilà, donc heureusement que tu n'étais pas venu en Fiat 500, dis-tu. On sent pourtant que ce taxi londonien, il n'est pas là par hasard. Pourquoi ce choix du taxi londonien ? Alors, le choix du taxi... Alors là, je dois avouer que le choix du taxi londonien, c'est le mien, à tous les sens du terme. D'abord parce que on le voit sur ton bureau aussi, voilà, donc c'est pour ça que... Ce véhicule m'appartient réellement, il est réellement à moi depuis 10 ans, donc c'est pas un scoop. Et avec les gens de la production, quand on a travaillé sur le concept de l'émission, moi, j'ai insisté pour qu'on ait un véhicule qui soit un peu le fil conducteur. La mascotte, sans mauvais jeu de mots, sur l'émission. Et je trouvais que le taxi anglais était rigolo pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un véhicule qui a un look rétro. Première chose. Deuxième chose, c'est un véhicule dans lequel on peut embarquer beaucoup de matériel. On le voit, oui. C'est un véhicule dans quasiment lequel... une 205 tirée. Voilà, une 205 en pièces détachées rentre pratiquement dans un taxi anglais. En plus, à l'arrière, on peut faire salon, ce qui peut nous servir pour faire des interviews, etc. Donc je trouvais ça rigolo. Et le dernier truc, et je l'avoue très humblement, c'est que, parce que les gens ont dit, oui, Vintage Garage est un titre anglo-saxon. Oui, mais les Anglais, il faut être honnête, les Anglais ont inventé beaucoup de choses, notamment dans l'univers de la collection, bien avant nous. C'est aussi une manière de leur rendre hommage et d'être humble. De dire voilà, donc c'était un clin d'œil rigolo. Moi, tout le monde sait que j'ai écrit plein de bouquins sur les voitures françaises, donc je peux pas être taxé d'être pro voiture anglaise. Mais en l'occurrence, je trouve que ça le faisait plutôt bien et que c'était plutôt rigolo d'avoir ce clin d'œil envers nos amis anglais qui, dans l'univers de la collection, sont quand même des courageux. Quand on va dans des manifestations en France, j'ai été encore au Grand Prix historique de Monaco il y a quelques jours. C'est 80% d'anglais. Rendons aux Anglais. Les Anglais ont aussi des francicismes dans leur langue. Absolument, bien sûr. Nous sommes frères, nous sommes cousins. Pour finir sur Vintage Garage, avant de nous intéresser à Poli, c'est quoi le secret d'un bon achat vintage en automobile ? Je crois si tu veux y en avoir un. Je crois que l'intérêt, c'est que justement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que chaque cas est différent. L'émission, elle va finalement montrer petit à petit que faire une vraie restauration sur une voiture populaire, c'est économiquement pas viable, parce que, et tant mieux quelque part, parce que le but, contrairement à ce que j'ai parfois vu ou entendu, on n'est pas du tout une émission pour pousser le business, c'est pas du tout ça le but, parce que bien sûr qu'on peut faire des marches sur des voitures qui valent de l'argent, et sur une voiture qui en vaut peu, les chances sont proches de zéro, voire on fait des résultats négatifs. Le but, c'est de dire, voilà, quand vous faites une restauration, le prix de la main-d'œuvre, il est à temps, et que vous restauriez une 2 chevaux ou que vous restauriez une Rolls-Royce, le prix de la main-d'œuvre, il est le même. Donc économiquement, c'est compliqué. Mais justement, si vous êtes fan de la 2 chevaux de votre grand-père que vous voulez restaurer, faites-vous plaisir. Voilà. Driss, je vais te laisser le volant, tu vas nous présenter ton invité et puis surtout ce qu'il a à présenter. Donc Raphaël Salama, bonjour. Bonjour Driss. Vous êtes le représentant, le porte-parole de Spark, qui est une start-up israélienne qui a développé une application qui pourrait révolutionner la vie de citadins que nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Poli ? Exactement. Alors, Poli, c'est une application disponible sur iPhone et sur Android, qui est gratuite et dont la promesse en fait est de dire que nous allons aider les automobilistes à se garer en divisant par 2 leur temps de recherche de stationnement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Paris et dans les grandes métropoles du monde, on met en moyenne une vingtaine de minutes pour trouver une place. Et notre promesse à travers Poli, c'est de les aider à trouver une place et à se garer en une dizaine de minutes. Alors, comment est-ce que vous faites pour garantir une place de parking dans la rue ? Parce que, voilà, d'habitude, on se positionne sur la place comme ça et on dit non, j'attends quelqu'un. Donc vous nous garantissez une place. Alors c'est vrai. Alors en fait, on ne veut pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir et donc on ne va pas dire aux automobilistes qu'on peut leur on peut leur garantir une place en voirie. Mais ce qu'on dit, c'est qu'au bout de 10 minutes, ils seront garés soit en voirie, soit dans un parking souterrain avoisinant. Comment ça se présente ? En fait, Poli, ça se présente de façon comme un GPS.
Au lieu à la différence près qu'un GPS vous amène d'un point A à un point B, et à travers Poly, on vous emmène d'un point A vers un point C, c'est-à-dire vers une place de stationnement. Et en fait, Poly, c'est une combinaison à la fois d'une très bonne expérience utilisateur, une UX extrêmement facile, et également d'un algorithme prédictif, d'une technologie qui a été développée, comme vous l'avez dit, en Israël. Et donc, l'utilisation est simple. Vous rentrez votre adresse de destination et vous vous laissez guider jusqu'à votre destination, à la différence près que lorsque un GPS classique vous amène à votre adresse rentrée, quelques centaines de mètres avant d'arriver à cette destination, Poly rentre, en fait, vous fait circuler à travers ce qu'on appelle, dans un jargon un peu technique, un polygone. Ce polygone, c'est justement le résultat de cet algorithme qui vous fait passer dans un périmètre bien défini autour de votre adresse de destination par les rues où vous avez le plus de chances de trouver une place en temps réel. On fait des détours en quelque sorte, un petit détour dans la zone. On sait bien de toute façon que dans les grandes métropoles, on ne se gare jamais en bas de son adresse de rendez-vous et donc c'est très rare. Voilà. À Paris, en double fil. Oui, en double fil. Voilà. Alors, on a un GPS, l'application est gratuite. Je sais qu'il y a aussi d'autres fonctionnalités. Par exemple, si j'habite dans un quartier qui est très prisé, impossible de se garer, je fais venir des amis, il est aussi possible pour eux d'utiliser l'application. Exactement. On a mis en fait un système de partage pour tout simplement envoyer par une messagerie, WhatsApp, un SMS ou enfin un autre moyen, un petit lien qui permet à vos amis de pouvoir être informés de l'existence de Poly et de pouvoir très rapidement, ils sont géolocalisés, Poly se met en marche pour leur proposer une navigation intelligente, optimale, pour trouver une place autour de leur lieu de rendez-vous. Voilà. Donc ça les aide. Si on ne trouve pas de place, qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, lorsque vous rentrez dans Poly, vous avez deux cas en fait, d'usage. Soit, il faut savoir que les automobilistes sont répartis d'une façon un peu 80-20. 80% souhaitent quand même essayer de chercher en voirie avant de se rediriger vers un parking souterrain, et 20% savent que c'est très difficile, ils vont directement vers un parking souterrain. Donc vous avez deux cas d'usage, vous choisissez soit les 20, soit les 80, et en fait, tout simplement, vous circulez. Et à tout moment, lorsque vous êtes dans une recherche en voirie, vous pouvez à tout moment dire « je vais être en retard à mon rendez-vous, amenez-moi vers le parking souterrain idéal ». Qu'est-ce qu'on appelle idéal ? En fait, c'est un croisement de 3 critères, c'est-à-dire le parking le plus proche par rapport à votre position, le moins cher et avec une disponibilité en temps réel. Bien sûr, on peut toujours filtrer, mais évidemment, lorsqu'on recherche le parking le moins cher, quelquefois, il est peut-être un peu loin, il n'est pas forcément disponible. Voilà. Donc, on veut faire gagner du temps aux automobilistes. Là vous proposez actuellement Paris pour la France. C'est quoi le plan de développement ? Quelles sont les prochaines étapes Alors, on vient de se lancer à Paris il y a vraiment une quinzaine de jours, il y a quelques semaines. Et les prochaines villes, en tout cas sur notre liste, sont Nice et Marseille, pour la France. Voilà. Driss ? Alors, moi, je voulais revenir sur la fonctionnalité. Donc, finalement, on ne trouve pas de place. On est renvoyé vers le parking de son choix. Je crois que ça ne s'arrête pas là, l'utilisation. Alors, exactement. On appelle en anglais, en fait, une solution, une end-to-end solution, une solution bien complète qui combine le GPS, la recherche de place de stationnement jusqu'à votre place de parking. Ensuite, si dans le cas où vous êtes garé en voirie, on vous propose de payer votre parc-mètre, votre ticket de stationnement sur l'application. Et enfin, vous avez un guidage piéton depuis votre place de stationnement jusqu'à votre adresse de rendez-vous. Et pour les plus étourdis, et moi ça m'arrive très souvent, lorsque vous terminez votre rendez-vous, quelquefois vous avez la tête un peu ailleurs, vous ne savez plus où vous allez garer votre voiture, on vous propose, on garde en mémoire votre lieu de stationnement, et donc on vous propose un guidage également pour retrouver votre voiture. Michel, toi qui es un geek forcené, qu'est-ce que tu penses de cette invention ? Avec les constructeurs et ou leurs équipementiers, pour essayer d'intégrer votre algorithme au GPS embarqué, au système multimédia embarqué dans les voitures. Parce que sur un écran, ça peut très bien se matcher comme ça. Alors c'est tout à fait en une minute. C'est exactement un des business models envisagés. On veut se rapprocher des constructeurs automobiles pour insérer justement la navigation intelligente de Poly auprès des GPS embarqués des futures voitures connectées. Driss, je te laisse conclure. Bah écoute, il y avait une chose, moi je voulais rebondir sur une chose, c'est qu'on a pas mal critiqué en ce moment le problème des parkings en France où tu connais le tarif une fois que tu es à l'intérieur. Donc là pour le coup tu as une solution qui te permet de prévoir en amont ce que ça va te coûter de te stationner en garage. Et pour finir, il y a quand même une fonctionnalité intéressante pour les touristes, parce que toi tu connais très bien la signalétique en France, mais un touriste qui vient, une place de stationnement, de livraison par exemple, avec une ligne jaune continue ou discontinue, quelle différence ? Donc Poly aide les touristes également. Absolument, parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que
le problème du parking pour les touristes était beaucoup plus compliqué que pour les locaux. Et donc, on a mis justement toute une sorte de tutoriel qui explique bien la signalisation, où ils ont le droit de se garer, où ils n'ont pas le droit de se garer. C'est effectivement assez malin. Ce sera le mot de la fin. Merci, Raphaël Salama. Merci à vous. Il me reste à vous remercier toutes et toutes de nous avoir suivis. Merci à nos invités. François, merci à toi. Merci également à vous, messieurs. Vincent qui est déjà parti. Michel, on se retrouve très bientôt. Merci à Fabrice aux manettes. Et puis nous, Driss, on se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux essais. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.